marche organisée aujourd'hui pour réclamer plus d'indépendance pour les médias nationaux. Les journalistes ivoiriens célèbrent la Journée mondiale de la liberté de la presse. Toujours en Côte d'Ivoire, faute de moyens financiers, la jeunesse n'utilise que très peu les banques pour épargner. On en parle également dans cette édition. Enfin, le 3 mai 1982 disparaissait Mohamed Sédik Benyaya. Ce diplomate algérien meurt dans l'explosion d'un avion alors qu'il menait une médiation de paix entre l'Iran et l'Irak. Bienvenue, Madame, Monsieur, bonsoir. C'est aujourd'hui la Journée mondiale de la liberté de la presse. Le monde entier rend ainsi hommage aux femmes et hommes de médias qui font un travail remarquable ou ont perdu la vie dans l'exercice de leur métier. En Côte d'Ivoire, les journalistes aspirent à une vie meilleure. Ils veulent également une presse nouvelle, protégée des influences politiques et financières. Et pour manifester leur volonté, ils ont organisé une marche dans la commune de Cocody. Suspension, sanctions, difficile accès aux sources d'information. Les journalistes de Côte d'Ivoire affirment être victimes de répression dans l'exercice de leur métier. Les journalistes ivoiriens sont convoqués à la brigade de recherche pour des papiers. C'est vrai que jusqu'à présent, il n'y a pas encore de journalistes emprisonnés. Mais les journalistes ivoiriens sont menacés ces dernières années à cause de leurs papiers qu'ils écrivent. Il y a assez de convocations. Très souvent, quand nous allons sur le terrain, il est difficile d'entrer en contact avec certains responsables. Quand on veut, par exemple, quand on veut traiter certains sujets, on nous demande souvent de faire des courriers et ça met du temps. Souvent, on ne répond pas aux courriers, alors que la presse, on n'a pas le temps, on est pressé, l'information, c'est au quotidien. Non, vraiment, il faut que nous ayons un accès aux sources et il faut aussi que, même en temps de crise, nous puissions exercer notre métier en toute liberté. Les journalistes ivoiriens aspirent donc à plus de liberté. À cet effet, des avancées sont à noter. Dans le classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, la Côte d'Ivoire est passée de la 86e place sur 180 pays en 2016 à la 81e place en 2017, soit un gain de 5 places. Un progrès, mais des attentes demeurent selon les acteurs de la presse. La loi portant régime juridique de la presse, votée en 2004, ne permet pas qu'on condamne un journaliste dans l'exercice de ses fonctions. Eh bien, cette loi est en train d'être réécrite en introduisant une clause pour pouvoir mettre les journalistes en prison. C'est un recul grave qu'il faut dénoncer. La nouvelle loi sur la presse qui est sur le bureau, sur la table des députés, soit vraiment revue, surtout en son article 90. On a eu la chance d'avoir la dépénalisation donc, du délit de presse, mais nous sommes en train de constater que cette dépénalisation est en train de revenir à travers la nouvelle loi. Nous disons non, qu'il faut déjà revoir cette loi avant qu'elle ne passe en plénière. Laissons chacun faire son travail. Le gouvernement gouverne, la presse joue son rôle. C'est ce qui peut donner du tonus à la presse. Chacun va jouer son rôle dans la société. Les gouvernants doivent gouverner et les journalistes vont informer la population sur la gestion des gouvernants. La liberté de la presse favorise la liberté d'opinion et d'expression. C'est aussi une garantie pour l'indépendance des médias. Ce 3 mai 2017, le monde de la presse commémore la Journée mondiale de la liberté de la presse. Les organisations du secteur de la presse en Côte d'Ivoire marquent cette célébration par une marche dans la commune de Cocody. On faisait le point avec Moussa Konaté. Intéressons-nous à présent à un tout autre sujet. Combien de jeunes en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire disposent de comptes bancaires? Connaissent-ils et se servent-ils des produits bancaires? En tout cas, faute de moyens financiers, ils n'utilisent que très peu les banques pour épargner. C'est un reportage de Honorine Aningori. Ouvrir un compte à la banque nécessite d'avoir de l'argent pour épargner. Les jeunes gens aimeraient utiliser les produits bancaires. Seulement, faute d'argent, beaucoup n'osent pas. Je n'ai pas de compte en banque. Le peu d'argent qu'on me donne, je ne peux pas épargner à la banque. Ça m'intéresse beaucoup parce que non seulement ça me permettrait de financer un projet. Les parents n'ont pas assez de moyens pour ouvrir des comptes pour les enfants. Les étudiants, il n'y a pas d'entrée actuellement, donc je pense que c'est quand il y a des entrées, il est plus bon d'ouvrir un compte en banque.
Quelques parents sont conscients du bien fondé des produits bancaires pour le bonheur de leur progéniture. Mais faute de moyens financiers, beaucoup de parents n'y ont pas souscrit. J'ai 3 enfants. Puisque je ne fais rien, je n'arrive pas à ouvrir le compte pour les enfants. Sinon, c'est bon. Tu as fait un enfant là, tu peux ouvrir compte pour ton enfant. Un jour, pour que l'enfant aussi reçoive aussi. D'autres parents, par contre, épargnent de l'argent à la banque pour permettre à leurs enfants de subvenir à leurs besoins une fois grands. Ma fille a son compte. Il est important de penser quand même à l'avenir des enfants. Et donc, il faut tout prévoir. Certains le font par l'entremise d'une société d'assurance. J'ai un enfant de 4 ans. C'est vrai, je n'ai pas fait un compte en banque, mais j'ai fait une assurance. Sensibiliser la jeunesse sur l'utilisation des produits bancaires. C'est une initiative du réseau international China and Youth Finance International en collaboration avec le programme d'éducation financière du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Que Madame la ministre puisse mettre les éléments fondamentaux de sorte à ce que ce projet-là puisse vraiment continuer. Celle de pouvoir intégrer ce projet d'épargne au sein des établissements scolaires. J'estime que le moment est vraiment opportun de sorte à ce que ces enfants qui seront demain les futurs cadres de ce pays puissent déjà avoir ces informations-là. On ne doit pas attendre à ce que l'enfant étant à l'école soit fonctionnaire ou salarié pour connaître déjà les rudiments de la finance. La Côte d'Ivoire est le premier pays francophone nominé aux avoirs de l'inclusion financière. Des festivités à Gbon, dans le nord du pays. Dans les années 70, intervenait la mise en eau du barrage de Gbon. Environ 47 ans d'histoire ont donc été célébrés par les populations de cette localité. Elles sont au micro de Léon Brou de RTI Boaké. À peine les premières pluies, mais déjà du riz à maturité. Nous sommes dans le périmètre irrigué de Gbon, une opération grâce à la réhabilitation de ce barrage. Coût de ces 2 travaux, plus de 700 millions de francs CFA financés par l'État et depuis 2012 sortent de cet espace de 105 hectares, environ 500 tonnes de vivriers, riz et maraîchers compris, production annuelle de quelques 200 coopérateurs. Lorsque je cultive ce champ, le champ me permet de m'occuper de mes enfants, d'habiller mes enfants, de scolariser mes enfants et de m'occuper de la popote. On avance par rapport à ce que le gouvernement nous a fait. Mais ce qui reste encore jusqu'à la Baboué, on avait posé ça au ministre de l'Agriculture, qu'il y a une place encore qui était restée. D'ajouter nos frères qui n'ont pas encore eu pour qu'ils puissent gagner. En attendant, la mairie multiplie les initiatives pour davantage de projets structurants autour de ce barrage. Domaine cible, pisciculture et tourisme pour promouvoir l'emploi jeune. Le maire Aboulaye Koné, en son temps, avait mis près de 9000 poissons dans le barrage. Et ça a permis aux jeunes de travailler. L'équipe de la mairie qui est en place actuellement, nous sommes en train de prendre des dispositions, voir dans quelle mesure nous pourrons créer des piscicultures au bord du barrage. Le barrage de Gbon a été réalisé en 1975. À cette époque, c'était la réponse de feu le président Félix Houphouët-Boigny à la pénurie d'eau dans cette localité du nord ivoirien. En 1974, le président Félix Houphouët-Boigny est passé à Gbon. Sa première question, il dit mais pourquoi est-ce que les femmes là ont mis la boue sur leur corps? Et c'est là le député a dit ces femmes-là peuvent faire une semaine, voire même 3 mois, parfois, sans eau. Et le président Houphouët, en 1975, il a donné l'ordre à l'État de faire un barrage à Gbon. Réponse à la pénurie d'eau, de vivriers et d'emplois, le barrage de Gbon pour les populations reste le stimulateur de leur épanouissement, raison de la célébration annuelle de cette retenue d'eau. Au menu, sport, danse du terroir Sénofo et d'ailleurs, sortie des tentes sur les bords du barrage. Région du Hambol, dans le centre-nord du pays, les populations de Ngolo-Dougou veulent développer leur localité. Elles se sont donc réunies récemment pour discuter de plusieurs sujets. La réhabilitation du centre de santé, la scolarisation des jeunes filles et la construction des infrastructures. Kader Sogodougou de RTI Boaké.
Ngolo Dougou, village de la sous-préfecture de Tafiré, veut répondre aux exigences des localités modernes. Un groupe scolaire avec cantine, un centre de santé avec résidence de la sage-femme et de l'infirmier. Des infrastructures de base à l'actif des cadres du village réunis au sein de la MUDEGO, mutuelle de développement de Ngolo Dougou. Depuis 1997, cette mutuelle œuvre pour l'amélioration du cadre de vie des populations rurales. La nouvelle équipe dirigeante entend poursuivre cet élan de développement. Notre vision est d'assurer le bien-être des populations du village dans l'équité, la solidarité, afin d'aboutir à une cohésion sociale harmonieuse. L'autonomisation de la femme rurale est également l'une des priorités de la MUDEGO. On a déjà fait la formation à la comptabilité simplifiée, comment monter des projets et comment encadrer ces femmes regroupées en organisations féminines. Le ministre des Transports, Amadou Kone, a tenu à soutenir cet instrument de développement avec l'investiture du nouveau bureau. La dégradation des routes demeure la préoccupation majeure des populations de Ngolo Dougou. Le ministre des Transports rassure. Je voudrais vous assurer, et cela au nom du gouvernement, donc la route sera réparée, l'entreprise est connue, la reprise des travaux donc sera effective incessamment. Le ministre des Transports a été fait fils du village. Il a également invité le peuple tagbana à toujours faire confiance à la politique de développement du président Alassane Ouattara. Autre actualité, le pavillon principal de l'hôpital psychiatrique de Bingéville est dans un état de dégradation très avancé. Il faut donc le réhabiliter. Cette rénovation va se faire grâce à l'organisation non gouvernementale Réseau Vainqueur. Cette ONG a offert récemment un important lot de matériel de construction. Les détails avec Abou Sanogo. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul, a dit Raoul Folero. Faisant sienne cette citation, le Réseau Vainqueur organise chaque année des remises de dons de portée sociale aux structures publiques et privées de Côte d'Ivoire. Cette année, c'est l'hôpital psychiatrique de Bingéville qui a reçu le Réseau Vainqueur les mains chargées de ciment, gravier, sable, fer et un chèque, le tout destiné à la réhabilitation du pavillon principal de l'établissement devenu inopérationnel depuis quelques années. D'un montant de 3 600 000 francs CFA, ce matériel a été livré aux responsables de l'hôpital qui avaient à leur côté le sous-préfet de Bingéville. Notre devoir, c'est d'abord de pouvoir permettre à l'État de pouvoir avoir déjà ce bâtiment. Mais en même temps, c'est un appel qu'on fait. On lance à tous les opérateurs économiques, tous ceux qui manipulent ne serait-ce qu'un tant soit peu de l'argent, de savoir qu'être heureux, c'est d'abord permettre aux autres d'être heureux. Le vrai bonheur, c'est celui qu'on peut partager, c'est celui qu'on sait partager. Alors nous le faisons. Beaucoup de personnes, nous en moitiérons le pas. L'hôpital a besoin encore de beaucoup de personnes pour apporter leur pierre à l'édifice. On les attend. Une visite des locaux à réhabiliter a permis aux membres du Réseau Vainqueur de mesurer l'ampleur des travaux à effectuer. Au nom de l'établissement, le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bingéville s'est réjoui de ce geste inattendu et s'est engagé à en faire bon usage. Enfin, 3 mai 1982, Mohamed Sédik Benyaya meurt dans l'explosion d'un avion. Le diplomate algérien se rendait en Iran pour une tentative de médiation dans le conflit frontalier qui opposait les Iraniens aux Irakiens. Et tandis que l'Iran accuse l'Irak qui nie toute responsabilité dans la mort de Benyaya, l'enquête sur ce décès n'a jamais abouti. Les explications de Franck Quadio. 3 mai 1982, disparaissait Mohamed Sédik Benyaya dans l'explosion d'un avion spécial algérien en route pour Téhéran. Il allait dans le cadre d'une médiation pour mettre fin au conflit irano-irakien. 1980-1988, l'Iran livre une guerre sans merci à l'Irak. Les pertes en vie humaine des deux côtés sont énormes. 200 à 300 000 hommes. Un gâchis évitable si l'appareil du ministre Benyaya n'avait pas été abattu à l'entrée de l'espace aérien iranien par un missile irakien de fabrication soviétique. Mais une autre version relèvera que l'homme d'État fut abattu par un MiG-25 de l'armée irakienne. Benyaya, homme modéré et pondéré avec quelque temps auparavant, était l'artisan de la libération en janvier 1981 d'otages américains détenus en Iran après la révolution de 1979. Benyaya occupera son premier poste ministériel de l'Algérie indépendante à l'information
et à la culture en 1966. Il se fait remarquer dans le monde arabe pour ses prises de position modérées sur les épineuses problématiques du marasme politique arabe. Attentat ou accident, sa mort restera une énigme. Voilà, très bonne suite des programmes sur RTI2.